Bonjour à tous. On va commencer. Alors merci d'être là aujourd'hui. Moi, je vais vous parler en fait d'indicateurs aujourd'hui. On va voir en détail en fait comment on met en place en fait des indicateurs agiles. Moi, ça a toujours été une préoccupation. J'ai beaucoup entendu parler d'indicateurs, mais la question se posait, mais comment réellement on les met en place? Et donc, j'ai eu l'occasion en fait de creuser cette question et je vais vous partager en fait notre retour d'expérience aujourd'hui. Alors, on va prendre quelques temps pour remercier les sponsors sans lesquels il n'y aurait pas cette conférence aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu d'Elis et de moi. Donc Elis, c'est la société dans laquelle je travaille aujourd'hui. Donc c'est un prestataire multiservice international qui propose des solutions de location entretien d'articles textiles, d'hygiène et de bien-être. Nous sommes près de 52 000 collaborateurs aujourd'hui, sur plus de 400 sites de production et centres de services. Nous avons plus de 400 000 clients dans le monde, pour un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros. Donc moi, je suis Sébastien Deleste, donc ça fait 3 ans que je suis dans cette entreprise. Et donc je travaille, j'accompagne la transformation agile et je travaille sur des produits informatiques qui sont au soutien en fait, de ces personnes sur le terrain. Alors, on va parler d'indicateurs. Ces indicateurs, en fait, on les a construits petit à petit. Moi, j'ai commencé à accompagner des équipes en tant que coach agile. Et à un moment donné, s'est posé la question, OK, on voit des choses qui se passent au niveau des équipes, mais comment on sait exactement en fait, où on en est dans le développement du produit? Est-ce que le produit se déroule bien, le développement du produit se déroule bien, ou au contraire, il y a des alertes à lever? Donc, on n'avait pas ces réponses. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur les réponses aux différentes questions que se posaient les équipes ou les sponsors. Donc, ce qu'on va voir dans cette conférence, ça va être 3 familles d'indicateurs. La première, c'est sur l'avancement des fonctionnalités. C'est pour répondre à la question « Où en sont les fonctionnalités de ma release ?» Ces indicateurs-là, ils vont permettre de pouvoir prendre des décisions. Ces décisions, ce sont est-ce que j'ai besoin de décaler certaines fonctionnalités? Est-ce que j'ai besoin de changer les priorités? Ensuite, nous travaillerons sur la deuxième famille d'indicateurs, sur la prédictibilité. Pour répondre à des questions comme quand ma fonctionnalité sera-t-elle disponible et où nous emmène la fin de la release. Donc là également, ça permet de prendre des décisions sur le décalage de certaines fonctionnalités ou le changement de priorité. Et enfin, nous parlerons des indicateurs de performance du delivery, donc qui sont basés sur l'étude Accelerate. Donc ça permet de répondre à des questions sur combien de temps un ticket passe de développer en production. Est-ce que le flux de travail est de bonne qualité? À quelle fréquence nous déployons en production et qu'est-ce qui nous empêche de livrer plus souvent? Et donc là encore, ça permet de prendre des décisions sur l'amélioration du flux de travail, où c'est qu'on doit mettre l'énergie pour améliorer le flux de travail. Également, prioriser des sujets techniques, comme l'automatisation, des investissements d'environnement de test, par exemple, etc. Donc pour construire le premier indicateur, on s'est basé sur la product roadmap. Et on a fait un choix en fait, de product roadmap, de template de product roadmap. Donc on a choisi la Go Product Roadmap de Roman Pichler. Elle est très intéressante parce qu'elle est simple. Elle permet de donner une vue sur un an qui est découpée en trimestres. Ces trimestres, on va les appeler des releases. Donc dans cette présentation, je vais vous parler de release. Donc c'est très important et c'est un release au sens communication, au sens qu'est-ce qu'on veut dans un trimestre, pas au sens de livraison. Parce que je différencie les releases, plutôt pour la communication, des mises en production qui peuvent avoir lieu tous les jours ou toutes les semaines, mais ce n'est pas de ça dont on traitera aujourd'hui. Donc cette product roadmap, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle met en évidence donc, les différents trimestres avec un nom. On va essayer de donner un nom fonctionnel à ces trimestres. On va également essayer de donner du sens à ces releases, à un objectif. On va lister quelques fonctionnalités associées à cette release, entre 3 et 4 par exemple. On va également proposer des indicateurs pour savoir où on en est par rapport à l'objectif. Donc le choix de cette product roadmap, il est très structurant. Et il va conduire à certains autres choix par la suite. Donc cette product roadmap, donc on l'a mis en place, on a commencé à la faire vivre et on a essayé de voir s'il était possible en fait, de pouvoir produire des indicateurs autour de cette product roadmap. Ces indicateurs,
ça prend cette forme-là, en fait. Donc, c'est d'avoir une product roadmap qui est proposée, sous la même forme qu'on a pu le voir avant. Hein. Avant, on gérait nos product roadmap avec des PowerPoint. Là, ce qu'on essaie d'avoir, c'est une vue fidèle, en fait, de notre product roadmap, non plus avec quelque chose de statique, mais quelque chose qui est mis en temps réel, avec des données qui sont dans Jira. Donc ici, en fait, on voit les fonctionnalités de notre product roadmap qu'on avait sur la slide d'avant, mais ici, qui sont proposées sur un tableau de bord, donc Power BI, avec un avancement des fonctionnalités. Et donc ce tableau de bord est rafraîchi toutes les nuits. Donc c'est intéressant parce que ça nous donne une vue fidèle de là où on en est exactement. Ce n'est pas une roadmap qu'on va mettre à jour de temps en temps. Là, elle est mise à jour en continu et elle représente fidèlement en fait, où en sont l'avancement des fonctionnalités de notre release. Donc ici, on voit les différents trimestres. Donc avec les trimestres passés, quarter 1, quarter 2, qui sont entièrement terminés. Donc toutes les fonctionnalités ont été terminées à ce moment-là. Et donc il y en a certaines qui sont commencées en fait, dans ce troisième trimestre, avec un pourcentage d'avancement. On a également fait apparaître le poids des story points associés en fait, à ces fonctionnalités. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se base sur l'outil Jira et qu'on a la possibilité en fait, d'extraire les données via des API. On appelle Jira avec des API pour les traiter dans Power BI et les présenter dans des rapports. Donc ça, c'est intéressant. C'est le premier indicateur qui nous permet de répondre à où en sont nos fonctionnalités dans l'avancement de nos releases. Alors ça soulève quand même des questions sur la qualité de la donnée. Comment on fait pour produire de tels indicateurs? On a besoin de travailler la donnée, en fait, de se donner quelques règles de fonctionnement. Par exemple, ici, on a une fonctionnalité de gestion des emails. Et cette fonctionnalité de gestion des emails, on a tendance à croire en fait, qu'elle sera là dans tout le cycle de vie du produit. Donc on a besoin de choisir à quel moment on va communiquer sur cette fonctionnalité. Par exemple, on a pu commencer à travailler sur cette fonctionnalité dans le premier trimestre, mais toute la valeur, en fait, on va l'apporter dans le deuxième trimestre. Et c'est à ce moment-là qu'on va communiquer sur la disponibilité de la fonctionnalité. Dans les trimestres suivants, on va également améliorer cette fonctionnalité, mais il n'y aura pas beaucoup de valeur et ça ne sera pas la peine de communiquer dessus. Donc il y a un premier choix qui est de se dire à quel moment on communique sur la disponibilité d'une fonctionnalité, tout en sachant qu'on a des équipes qui peuvent mettre en production tous les jours, toutes les semaines, sur le produit. Donc il y a cette question également à se poser. Est-ce qu'on communique en fait au démarrage à quel moment on communique sur la fonctionnalité, à quel moment toutes ces valeurs méritent qu'on communique. On va essayer de voir à quel moment on apporte le plus de valeur dans la fonctionnalité pour se dire est-ce qu'on communique plutôt dans le premier schéma, plutôt sur le premier trimestre ou le deuxième trimestre. Si c'est sur le deuxième trimestre qu'on apporte le plus de valeur, c'est à ce moment-là qu'on va la programmer dans notre product roadmap. Au contraire, si toute la valeur, en fait, on est capable un maximum de valeur, on est capable de l'apporter dans le premier trimestre, on va le communiquer sur ce premier trimestre. Et finalement, on n'en parlera plus dans le deuxième trimestre, même si on est capable, on va continuer à travailler dessus pour l'améliorer. On aura une troisième condition où finalement, cette fonctionnalité, en fait, il s'avère qu'elle est assez grosse et qu'elle va durer en fait, plus d'un trimestre. Donc dans ces cas-là, en fait, on va la découper en deux. On va changer le scope, on va donner du sens à chacune de ces fonctionnalités pour que justement elles aient du sens quand elles apparaissent sur la product roadmap. Donc comment ça se passe au niveau de Jira? Donc au niveau de Jira, on travaille sur deux niveaux seulement. Un niveau fonctionnalité, donc ça sera les épiques, c'est le terme qu'on utilise dans Jira. Et également un autre niveau qui est plus opérationnel, où on va rester sur trois types d'items, les stories, les tâches et les bugs. Et donc on va être capable de faire des liens entre les épiques et les niveaux plus opérationnels que sont les stories, les tâches et les bugs. Donc une épique, c'est-à-dire une fonctionnalité, elle va avoir un poids qui va être associé en fait, à l'ensemble du poids des user stories qui sont associés, des items de travail qui sont associés. Donc on va bien sûr suivre les story points, on va bien sûr suivre les releases, et on va aussi suivre les statuts. Les statuts sont très importants, c'est ceux qui vont nous permettre en fait, de comprendre à quel moment en fait, une fonctionnalité est terminée.
Donc l'équipe doit veiller à la qualité des données et le Scrum Master est là aussi pour vérifier que les données sont cohérentes et rappeler à l'équipe de mettre à jour les données si ce n'est pas le cas. Donc on va s'attarder un peu sur le statut en fait, parce que le statut c'est très structurant en fait dans Jira. Moi, j'ai eu la possibilité, en fait, j'ai eu la chance de travailler avec des équipes, des administrateurs de Jira dans mes précédentes missions. Et ça se passait vraiment bien. Ça se passait vraiment bien, ils étaient à l'écoute, ils pouvaient faire des modifications. Quand je leur demandais des modifications au niveau des workflows, ça se faisait en général assez vite. Et j'ai eu beaucoup de chance, je pense, de pouvoir travailler comme ça dans mes précédentes missions. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas cette chance, si vous n'avez pas la chance en fait, de pouvoir travailler avec ces équipes-là, main dans la main, vous allez avoir des difficultés en fait. Si vous n'avez pas la possibilité en fait, de modifier les statuts, d'avoir un flux de travail qui est adapté à votre façon de fonctionner, vous allez avoir tout simplement des workflows qui sont inadaptés pour les équipes. Si vous avez des workflows qui sont conçus par une entreprise, qui sont imposés en fait, aux équipes, vous allez avoir beaucoup de mal à fonctionner en fait, avec ce type de workflow. Vous allez avoir un flux de travail qui ne permet pas de comprendre des pistes d'amélioration. Vous avez peut-être une équipe qui va, en rétrospective, rappeler qu'elle a besoin d'une étape supplémentaire, mais qu'elle ne l'a pas. Et ça va engendrer de la frustration au niveau des équipes et également des coachs qui accompagnent ces équipes. Ça va bien sûr aussi amener à des indicateurs qui sont imprécis. Donc à l'inverse, s'il y a trop de liberté au niveau de l'administration de Jira, ça va créer une maintenance difficile pour les administrateurs. Et ça va également amener une faible cohérence de fonctionnement entre les équipes. Donc c'est important de trouver le bon équilibre entre ce trop de liberté et pas assez de liberté quand on travaille avec un outil comme Jira. Donc voilà, je tenais à parler de ça parce que c'est vraiment important et il y a probablement des personnes dans la salle qui sont confrontées à des problématiques aujourd'hui autour de leur workflow. Alors, c'est quoi un workflow? C'est quoi un flux de travail? Ça correspond à peu près à ça. Ce sont différentes activités en fait, qui vont permettre de capturer le besoin jusqu'à la mise en production, jusqu'à le done en fait, que va se donner l'équipe. Donc ici, on a différentes activités qui se suivent. On a le backlog, on a le refinement, le prêt à développer, en développement, validation testeur, validation product owner et le done. Donc ça, c'est important à construire avec les équipes. Et ça, c'est un peu la base que moi j'essaye d'amener en fait avec les équipes. Cette base, elle est intéressante de mon point de vue parce qu'elle va encourager en fait à ce que le product owner soit vraiment très présent dans les équipes, et qu'il soit présent notamment sur l'aspect refinement, mais qu'il soit également présent sur l'aspect validation product owner. Validation de product owner pas après le sprint, dans le sprint. Et ça, c'est très intéressant parce que si on a un product owner qui est capable de valider des items de travail dans le sprint, ça veut dire qu'il est très disponible, d'une part. Et d'autre part, ça veut dire qu'on a tout l'outillage en fait, pour pouvoir lui proposer sur son environnement des nouvelles versions presque tous les jours, avec des nouvelles choses à valider. Et on a le done. Le done qui est très important parce que c'est lui qui va nous permettre de calculer la vélocité. C'est lui qui va nous permettre en fait, de savoir à quel moment une user story est terminée dans le sprint. La définition qu'on s'est donnée, c'est validé par le product owner et donc c'est prêt pour les tests de non-régression. L'étape qui vient ensuite, la validation du product owner et qui permet ensuite d'aller en production. Donc cette définition of done, elle est intéressante à questionner. On peut en prendre plusieurs définitions. Par exemple, la première, c'est j'ai fait mon développement, j'ai fait mon test dans mon sprint et je considère que ma user story est terminée. Si c'est le cas, malgré tout, il restera d'autres activités après le sprint, comme la validation par le product owner, qui est hors sprint, les tests de régression manuels et la livraison, qui sont hors sprint. Le deuxième schéma, lui, il va impliquer le product owner dans le sprint. Et donc, ça veut dire que la definition of done du sprint, ça sera validé par le product owner. Il restera malgré tout des tests de régression et également la livraison. Et ce vers quoi on essaye d'aller aujourd'hui, c'est d'intégrer en fait la livraison dans le sprint. De pouvoir considérer qu'une user story est terminée dans le sprint dès lors qu'elle a été livrée. On n'a pas encore automatisé les tests de régression.
Donc on n'est pas capable de le faire encore, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc ça, tout ce que je vous ai montré là, en fait, c'était pour construire la Product Roadmap qui est générée avec Jira et Power BI. Donc ça nécessite une bonne qualité de la data, et notamment la definition of done. Le deuxième indicateur, ça va être le release planning. Je vous ai parlé de release tout à l'heure, donc le release au sens du trimestre. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de savoir où on en est en fait dans ce trimestre, compte tenu de tout ce qu'on a engagé. Donc ce release planning, eh bien, il va consister en fait à faire une macro-estimation en fait, de ce qu'on envisage dans le trimestre. Donc on a pu voir tout à l'heure que dans notre Product Roadmap, on avait une liste de fonctionnalités par trimestre. Et donc par rapport à ce qu'on envisage sur le trimestre courant, on va avoir une liste de fonctionnalités et on va essayer de macro-estimer ces fonctionnalités. Ça va nous donner un poids, ici qui correspond à 220 points. En connaissant la vélocité de l'équipe, en connaissant le reste à faire de la release, donc 220 points au démarrage de la release, et en connaissant également, avec ce qu'on peut observer sur les sprints passés, le nombre de points qu'on est amené à ajouter au scope de la release par sprint, on est capable de faire un forecast, une projection. Et c'est ça qu'on veut mesurer systématiquement, sprint après sprint. On rafraîchit les données à chaque sprint. Et donc à chaque sprint, on est capable en fait de savoir si finalement on est dans la projection qu'on s'était donnée, ou on est en train de dériver, c'est-à-dire que le poids de notre release il est plus important que ce qu'on a prévu, et ça nous amène trop loin dans le temps, et on va être obligé de décaler en fait des fonctionnalités dans la release suivante. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet au product owner de découvrir à chaque sprint, est-ce que ce qu'il envisage dans sa release courante, il va pouvoir le tenir, ou il y a des choses qu'il est dès maintenant capable de déprioriser dans une release suivante, et également de pouvoir communiquer aux utilisateurs qui avaient peut-être des attentes sur des fonctionnalités qui ne les auront pas dans ce trimestre-là, mais dans le trimestre suivant. Alors, comment on fait pour estimer une release? On ne va surtout pas essayer d'estimer donc toutes les user stories finement découpées, c'est surtout pas ça. On va plutôt prendre le backlog dans son état, dans l'état dans lequel il est, avec un peu de tout, avec des user stories qui sont bien refinées, qui sont ready to dev, avec des user stories qui sont en cours de refinement, et avec des grosses user stories qui ne sont pas encore refinées. Et avec ça, donc, on va simplement faire une macro-estimation de l'ensemble qui va nous permettre d'initialiser notre reste à faire de la release. Et de toute manière, on va pouvoir avoir des données qui sont réactualisées à chaque sprint pour voir où nous emmène la projection. Donc notre release planning, pour nous, c'est une feuille Excel. C'est une feuille Excel qui est connectée avec Jira. Donc il y a un plugin qui existe gratuit pour se connecter en fait, d'Excel à Jira. Donc on va récupérer les données à chaque fois qu'on fait une mise à jour de ce release planning. Donc on voit notre reste à faire ici au début de notre release Q3, qui correspond à 420 points. On voit qu'on a déjà fait quelques sprints. On a fait 50 points pour le sprint 18, 65 points pour le sprint 19, 20 points pour le sprint 45, et on en est au sprint 21. On a une vélocité de 90 points. On a fait un encadrement entre une vélocité min et max. Et également, on ajoute environ 20 points au scope de la release par sprint. Pas dans le sprint, mais au cours du sprint. Et donc ça nous permet de calculer une projection. Donc avec ces datas, on sait qu'en fait, la release elle est un peu plus grosse que ce qu'on avait envisagé, et on sait qu'on a 50 points qui vont déborder. Donc ces 50 points, le product owner peut déjà en fait, décider de les décaler. C'est quelques user stories qui va décaler, ou une fonctionnalité, mais qui va devoir décaler en fait, au sprint suivant, parce qu'il sait déjà, dès maintenant, qu'il n'aura pas la capacité en fait, pour pouvoir travailler dessus. Donc ça, c'est un outil qui est très utile en fait, pour savoir si... Parce qu'on envisage, en fait, on va vraiment pouvoir le tenir, où il y a des choix qu'on va devoir faire qui sont de décaler des fonctionnalités. Il n'y a qu'une seule possibilité ici qui va être de décaler en fait, les fonctionnalités. On ne va pas décaler une release. Nos releases sont des trimestres. Et ça on n'y touche pas. Donc on va simplement décaler les fonctionnalités. On se pose la question, qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce que je garde? Et qu'est-ce que je ne peux pas garder, en fait, que je vais devoir décaler? La troisième famille d'indicateurs sont les indicateurs qui sont proposés par l'étude Accelerate.
Donc la fréquence de livraison, le lead time for change, le temps entre la fin du développement et la mise en production, le time to restore service, combien de temps il me faut pour retrouver mon service si c'est arrêté suite à un problème de production par exemple, et le change failure rate qui est le taux d'échec de déploiement. Donc là, pour calculer en fait ces indicateurs, on se base également sur Jira. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on fait malheureusement à la main. On va sur un outil qui s'appelle le control chart, qui nous permet de comprendre en fait le temps passé en fait dans un statut. Combien de temps en moyenne passe un ticket en développement? Combien de temps en moyenne il passe en test? Donc ça, si vous utilisez Jira, vous avez déjà en fait ce control chart à disposition. C'est un outil qui est vraiment très utile pour comprendre son flux de travail. Vous pouvez voir notamment certaines anomalies en fait sur ce chart, avec des choses qui sont un peu aberrantes, comme par exemple 22 jours sur une activité de développement. Donc c'est vraiment intéressant de s'y pencher pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on passe autant de temps sur ce sujet-là. Est-ce qu'on ne devrait pas le déprioriser, ou est-ce qu'on accepte en fait qu'il soit bloqué dans notre flux? Mais ça permet de prendre des décisions importantes pour avoir un bon flux de travail. Donc aujourd'hui, ces data, on les produit à la main. On va sur le control chart et puis on les met dans un fichier Excel pour tenir une sorte de journal de notre flux de travail. Ce journal, en fait, il permet de produire ce type de graphique. Donc, ce sont des photos qu'on fait de temps en temps pour savoir en fait quelle est la qualité de notre flux de travail. Par exemple, le 8 juin, on voit qu'en fait, on avait un ticket passé en moyenne 4 jours en développement. Et qu'un mois plus tard, en fait, on est plutôt sur une moyenne de 5 jours et quelques. Donc ça vaut le coup de se questionner, tiens, est-ce qu'il y a un événement particulier au niveau de l'équipe qui fait, où le contexte fait que finalement on passe plus de temps en moyenne sur un sujet. Donc c'est intéressant parce que ça amène ce questionnement. Et c'est un questionnement sur est-ce qu'on peut agir dessus? Est-ce qu'on peut aider l'équipe par rapport à ça? Par exemple, on voit des choses qui sont intéressantes également sur la partie validation testeur et validation product owner. On passe d'une moyenne de 3 jours pour valider un ticket à une moyenne de 6 jours, un mois après. Donc là, c'est très intéressant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est simplement une absence, des congés? Est-ce qu'il y a un problème au niveau des environnements? Mais ça permet de comprendre en fait la réalité, le contexte en fait de l'équipe et de pouvoir agir dessus si c'est possible. Ensuite, pour le lead time for change. Donc, le lead time for change, donc un autre indicateur d'accelerate, c'est le temps entre la fin du développement et la mise en production. Donc, ce temps, on a choisi pour nous que ça démarrait en fait après la code review. Donc, c'est-à-dire que pendant la code review, la revue de code, les développeurs peuvent être encore amenés en fait à modifier le code. Donc, dès qu'on sort de la code review, c'est à ce moment-là qu'on déclenche le chrono pour savoir combien de temps un ticket va mettre pour traverser de validation testeur jusqu'à la mise en production. Voilà. Donc ça justement, c'est des données Jira en fait permettent de pouvoir en fait calculer ce temps de traversée en fait. Aujourd'hui, pour nous, pour certaines équipes, c'est autour de 14 jours. Donc ce ne sont pas forcément des données simples à obtenir, mais c'est des choses qui sont disponibles en tout cas dans Jira. Ensuite, on tient un journal en fait, de nos mises en production. On veut savoir en fait, combien on a de livraisons par mois, par trimestre, et on veut savoir en fait, si ces livraisons sont un succès ou en échec. Alors, une livraison en échec, ça sera quoi? Ça sera une livraison en fait, qui a nécessité par exemple un correctif juste après, ou un rollback. Ça fait partie des choses en fait, qu'on surveille. On ne considérera pas comme un échec, par exemple, un problème de production, mais qui n'est pas lié à la dernière mise en production. Donc ça, en tenant ce journal en fait, de nos mises en production, ça nous permet en fait, de construire ce type de graphique qui nous permet de connaître notre fréquence de livraison.
Ces datas nous permettent également de calculer un taux d'échec de déploiement, donc un autre indicateur Accelerate. Donc on voit qu'en fait, à certains moments, on était assez élevé, on avait beaucoup d'échecs de déploiement en février 2022, et qu'on est en train d'avoir on est en train d'être sur une bonne tendance aujourd'hui, avec un taux d'échec de déploiement autour des 10%. Donc voilà, donc c'était une présentation des indicateurs en fait, qu'on utilise aujourd'hui. Ma présentation n'a pas vocation à couvrir tous les indicateurs sur l'agilité, mais plutôt les indicateurs qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, qui sont vraiment utiles, qui nous sont vraiment utiles et qui nous permettent de prendre des décisions. Donc pour résumer, nous avons pu voir en tout cas la Product Roadmap qui permet de savoir où on en est dans le développement des fonctionnalités. Ensuite, on a le Release Planning qui nous permet de savoir en fait, dans le trimestre en cours, en fait, est-ce qu'on est bon par rapport au scope qu'on envisage, ou on doit prendre des décisions de déprioriser des sujets, des fonctionnalités ou des user stories dans la release suivante. Et enfin, les derniers indicateurs au niveau d'Accelerate, qui sont plutôt des indicateurs sur la performance du delivery. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. On peut passer un peu de temps sur les questions maintenant. Bonjour, j'ai une petite question concernant le lead time for change. Parfois, on se retrouve dans des situations où on a une équipe qui fait du développement, une autre équipe qui fait les tests, une troisième équipe qui met en production. Comment vous arrivez à suivre ça dans Jira? Parce que c'est souvent 3 backlogs différents pour réussir à avoir l'information de bout en bout. Alors justement, on essaie de faire en sorte que les équipes travaillent sur le même projet Jira, interviennent sur le même projet Jira sur tout le cycle de développement du produit, de la capture de la demande jusqu'à la mise en production. Donc ça permet, même si on a plusieurs contributeurs, à un moment donné, ils vont se faire le relais, mais toujours dans le même projet Jira. Sinon, c'est extrêmement difficile d'en faire un suivi. Ouais. Bonjour, merci pour votre présentation. Pour créer le release plan, vous faites travailler en fait vos PO sur la définition de toute leur user story en amont du trimestre, ou comment vous faites en fait pour avoir un scope qui soit le plus précis et qui évolue pas trop? En fait, je vais montrer en fait la slide. Ce qu'on essaie de faire, c'est pas du travail en trop. On va essayer de faire le travail avec les choses qui sont disponibles. Donc, on va éviter justement de passer trop de temps sur la définition du besoin. On va essayer de faire avec les choses qu'on a. Par contre, ce qu'on demande aux product owners, c'est régulièrement de se poser la question, c'est quoi les fonctionnalités qu'ils envisagent sur les prochains trimestres. Donc, c'est pour ça que la Product Roadmap, elle est mise à jour à minima une fois tous les trimestres. Donc, c'est mieux si elle est mise à jour plus fréquemment, mais à minima tous les trimestres. Donc, ils doivent se poser déjà la question, c'est quoi les fonctionnalités que je vais avoir dans mon prochain trimestre. Et à partir de là, on va travailler avec les choses qui sont disponibles. Donc, des choses qui sont de très bonne qualité, donc qui sont déjà au niveau en termes de refinement, donc des choses qui sont de très bonne qualité, qui sont prêtes à entrer dans le développement. Il y aura des choses en fait qui seront en cours de refinement. Et il y aura des choses qui seront... on n'a que le titre, on a l'intention, mais le product owner n'a pas encore commencé à travailler dessus. C'est normal, ce n'était pas le moment. Mais par contre, il veut ce sujet-là dans la prochaine release. Donc on fait avec ce qu'on a. On sait que ce n'est pas précis, mais de toute manière, la précision, on va l'avoir en fait sprint après sprint. Puisqu'on a des sujets qui ne sont pas définis aujourd'hui, qui vont l'être dans les prochains sprints, qui vont être refinés dans les prochains sprints, jusqu'à un moment d'être prêt pour entrer en développement. Voilà. Excusez-moi, quel est le rythme de vos releases actuellement? Alors, à chaque sprint? Les releases, c'est tous les 3 mois. Donc ça, on n'y coupe pas. Par contre, la fréquence de livraison, ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui livrent toutes les semaines, d'autres toutes les 2 semaines, d'autres tous les mois. Mais on décorrèle vraiment la notion de livraison des sprints et de livraison des releases.
C'est vraiment une notion de vocabulaire. Nos releases à nous, c'est plutôt au sens communication, c'est pas au sens mise en production. J'avais une slide dessus. C'est important en tout cas dans notre contexte à nous, le vocabulaire qu'on s'est donné, c'est celui-là en fait. Une release pour nous, c'est de la communication, c'est pas une mise en production. J'ai une question à propos des tests de non-régression. Donc, ils sont faits. Ah, désolé. Ils sont faits hors sprint parce que du coup, vous avez dit que ça n'avait pas le temps d'automatiser. Du coup, combien de temps ils durent par rapport à la par rapport à la fin du sprint et à la mise en production? Et qu'est-ce qui se passe quand on trouve une anomalie? Par exemple, on a l'équipe qui a permis de développer beaucoup de choses autour des indicateurs. En fait, c'est une équipe qui, encore jusqu'à récemment, livrait toutes les semaines avec des tests de non-régression de 3 jours. Donc, c'est-à-dire que le lundi, en fait, elle mettait en production et les tests de non-régression commençaient le mercredi d'avant. Mercredi, jeudi, vendredi, c'était la non-régression. Et donc, si une régression est trouvée, l'équipe va corriger et va soumettre la nouvelle version en fait, aux testeurs qui vont reprendre en tout cas leurs tests de non-régression. Mais en tout cas, les développeurs développent constamment. Il n'y a pas de temps d'arrêt où on se dit, bon, maintenant, on est dans une phase de code freeze et on arrête les développements et on attend les tests. Les développeurs travaillent toujours sur des nouvelles versions. Et ce qu'on a essayé d'avoir, c'est une version disponible chaque semaine en production. Oui. Alors, si on trouve une anomalie, après ça dépend, c'est un choix du product owner. Soit cette anomalie, en fait, elle est pas très grave et elle peut attendre en fait la correction du sprint suivant. Soit elle est très importante et les développeurs doivent agir tout de suite. Mais ils vont agir en fait sur le code qui va être associé en fait à la version qui va être mise en production, pas le nouveau code. Donc ils sont habitués en tout cas à pouvoir faire ce genre de choses. Oui. Bonjour. Sur le taux d'échec des MEP, c'est une donnée que vous allez récolter manuellement, c'est ça? Ou est-ce que c'est un journal qu'on tient aujourd'hui. On pourrait voir l'automatiser, mais aujourd'hui on le tient à la main. D'accord. Et c'est les PO qui le tiennent à la main, c'est ça? C'est le release manager qui le suit. Alors j'avais une question sur les indicateurs d'évolution de l'équipe. C'est-à-dire que là, on a vu qu'il y avait une amélioration sur les livraisons. Il y avait un graphe qui montrait que c'était mieux. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui disent, par exemple, on a pris telle décision pour l'équipe lors d'une rétrospective en improvement, une amélioration, et du coup, on voit un indicateur qui, effectivement, grâce à ça, on voit l'impact sur le produit? Alors, ça va être plutôt sur le flux de travail. Ça ne va pas être sur le produit en lui-même, mais ça va être plutôt sur le flux de travail. Par exemple, suite à une rétro, mais c'était il y a 2 ans, en fait, on s'est rendu compte on passait beaucoup de temps sur la phase d'attente, en tout cas dans la phase de test, parce que justement, l'environnement de test, il était partagé entre le product owner et le testeur. Et on s'est rendu compte que si on avait un environnement dédié pour le product owner, certes un investisseur en plus, mais dédié pour le product owner, on pouvait paralléliser en fait les phases de test. Et donc ça nous a permis justement de gagner du temps dans notre flux de travail. Alors ça on voit cette file d'attente diminuer au niveau de la validation testeur. Oui, Sébastien, tu as parlé de Product Roadmap avec les releases tous les trimestres. Oui. Et du coup, derrière, quelles sont les instances ou les synchronisations que tu mets en place, ou est-ce qu'il y en a pour permettre justement de fluidifier tout ça? Alors, avec beaucoup d'équipes, on a un PI planning. Où justement, on utilise ces Product Roadmap. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est un format en fait, qui est maintenant utilisé par l'entreprise. Et toutes les équipes en fait, qui font du développement produit dans l'entreprise. Donc c'est un format qui est connu et donc les product owners savent en fait qu'ils doivent travailler à minima sur les nouvelles fonctionnalités chaque trimestre pour pouvoir les présenter aux autres équipes durant les PI planning. Et donc bien sûr après il y a des instances qui sont plutôt spécifiques au produit, mais c'est des instances classiques de partage ou d'arbitrage. Oui, bonjour, j'ai deux questions. Donc la première, c'est courte.
La première, c'est est-ce que vous avez pensé au team mood? C'est un indicateur que, par exemple, nous, on suit beaucoup. Et le deuxième, c'est l'impact, le bénéfice de faire ces KPI, ce qui est difficile à motiver les équipes. Les deux sont un peu liés, en fait. Alors pour le team mood, donc le suivi d'un peu de la santé de l'équipe, alors on utilise plutôt le squad health check de Spotify. Donc on le tient, mais je ne l'ai pas présenté ici. Hein. On tient un journal, en tout cas sur le squad health check. Et pour les indicateurs, en fait, ces indicateurs ont été créés par rapport à des questions du top management ou des personnes de l'équipe. Donc on a dû les créer pour offrir des réponses et permettre des décisions. Donc aujourd'hui, la valeur elle est vérifiée par rapport à ça et vérifiée aussi par rapport au fait que c'est utile et les personnes ont appris en tout cas, ont maintenant l'habitude de travailler avec ces outils pour prendre des décisions. L'idée, ces indicateurs, ils doivent permettre de répondre à des questions et de pouvoir surtout prendre des décisions. Si on se rend compte qu'on ne peut pas prendre des décisions avec un indicateur, il vaut mieux l'abandonner. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Donc j'ai 2 questions. La première, c'est autour de la release. Donc je comprends que c'est une communication trimestrielle. Est-ce que ça ne donne pas un petit effet de tunnel en termes de communication vis-à-vis des utilisateurs et du programme en général, même si je comprends que vous livrez régulièrement en production. Et la deuxième, je comprends aussi que la TNR n'est pas encore dans la definition of done. Oui. Du coup, le sprint se termine sur le statut validation PO. Comment vous faites pour traquer le flux de travail en fait sur la TNR, sur la mise en production? C'est une très bonne question. Justement, en dehors du workflow Jira, et vous trichez à un moment donné. Alors, je vais vous expliquer. Donc, pour la première question, en fait, on a des release notes. Alors, ça ne porte pas bien son nom, pas dans notre contexte à nous, mais on a des release notes qui sont privées. Donc, c'est plutôt qu'est-ce qui a été mis suite à la mise en production, quels sont les tickets Jira qui sont en production. Donc, ça, c'est plutôt pour l'équipe de développement. Ensuite, on a le product owner vulgarise cette release note à destination aux utilisateurs. Donc, il y a une communication qui est faite aux utilisateurs des mises en production. Donc, ça, c'est super important. Et après, plutôt pour les niveaux roadmap, on a une vue sur les grandes fonctionnalités de l'application. Mais on ne va pas en détail des user stories, on perdrait tout le monde si on fait ça. C'est pour ça que ce niveau release, il est intéressant, parce qu'on communique sur les grands chantiers du produit. Et pour le deuxième, donc du coup, on va rentrer un petit peu dans la technique. En fait, on a mis en place une automatisation. Donc je vais montrer à tout le monde le problème. Donc c'est bien que tu l'aies repéré. Je n'osais pas en parler, mais du coup, on va rentrer un petit peu dans les détails. Voilà, ici. En fait, au niveau de Jira, en fait, ça s'arrête ici. Ça s'arrête ici parce que c'est notre definition of done du sprint, c'est-à-dire prêt pour les TNR. Ce qu'on a mis en place, c'est que dans Jira, en fait, quand il y a la notion de release, alors là aussi, ça porte un nom un peu perturbant, mais quand on indique à Jira en fait qu'on va confirmer une release, eh bien, en fait, on a mis en place une automatisation dans Jira qui va basculer en fait tous les tickets qui sont associés en fait à cette release, donc qui est en production au point de vue de Jira, dans un état Jira qui est production. Donc ça nous permet de tricher et ça nous permet justement d'utiliser un autre statut production pour pouvoir avoir le temps d'entrer dans cet état. Donc on triche un petit peu, mais ça nous permet justement d'avoir ce lead time for change. Bonjour, derrière au fond. Oui. Désolé, je suis arrivé en retard, mais merci pour la présentation. J'avais une question sur la projection du nombre de points, parce que nous, dans notre équipe, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on travaille. Du coup, je suis intéressé par votre méthode. En fait, vous établissez un nombre de points moyens, vous projetez sur différents sprints. Oui. Et par rapport à la manière dont on travaille avec le Kanban avant de faire la partie vraiment sprint et la partie Scrum Backlog, est-ce que vous n'avez pas peur, en faisant cette projection-là, qu'il y ait un appauvrissement du Kanban parce que tous les tickets qui sont ready to dev, ils vont rapidement passer sur les sprints, sachant qu'une équipe, elle peut de temps en temps surperformer ou sous-performer. Absolument. Du coup, est-ce que la projection que vous faites, par exemple, là, dans votre exemple, sur 3 mois, avec un reliquat, ce que je comprends, de 50 sur octobre, que vous projetez déjà sur 3 mois, est-ce qu'elle est, en fait, au final, est-ce qu'elle est vraiment juste? Est-ce qu'elle a un impact comme sur le PO, sur sa roadmap qu'il doit faire, surtout si les produits sont transunités? Comment vous gérez en fait l'impact humain et quelles sont les limites en fait de ce modèle? C'est une très bonne question parce que justement, ça se produit.
On a, par exemple, si le product owner est en vacances et qu'il a personne pour le remplacer, en fait, on va créer du stock dans le sprint. C'est-à-dire qu'on l'équipe va travailler sur des sujets, mais ils vont rester bloqués dans le sprint puisqu'ils ne vont pas pouvoir aller en done, puisque notre definition of done intègre la validation du product owner. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, il n'y aura peut-être pas beaucoup de points qui vont sortir dans ce sprint-là. Mais finalement, donc on va créer du stock. Et l'idée, c'est qu'un peu dans la philosophie de Kanban, c'est qu'au sprint suivant, au retour du product owner, il commence en fait par travailler sur les sujets qui sont bloqués dans le sprint pour pouvoir les sortir. Donc on va avoir des sprints un petit peu en accordéon, parfois. Pas tout le temps, il faut surtout pas, il faut que ça soit cohérent. Mais on peut avoir des sprints avec une vélocité qui est assez faible. Et le sprint d'après, on déstocke, donc avec beaucoup de points qui sortent en fait à l'issue de ce sprint-là. Mais c'est pas grave, puisque notre vélocité moyenne, on la calcule sur les 3 derniers sprints. Donc ça se compense. Et ce phénomène-là, on est vraiment habitué, en fait. C'est pas un problème pour nous. Ouais. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur les KPI. Est-ce que vous ne constatez pas une adaptation, un changement de comportement dans les équipes pour optimiser le KPI plus que pour la finalité du produit? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez fait pour limiter ces comportements? Donc ça, je suis conscient de ce biais possible. Donc on essaie de l'éviter. En n'associant pas en fait une vélocité à une productivité. On est vraiment dans une philosophie en fait flux de travail. Donc on va essayer de détacher l'équipe d'une responsabilité individuelle, mais plutôt en fait d'avoir une responsabilité sur le flux de travail. Donc avoir un bon... Voilà, on doit avoir des tickets qui sont petits, qui doivent traverser vite. C'est normal qu'il se passe certains événements, puis on en discute en rétro. Donc il n'y a absolument pas de punition par rapport à ça. On est plutôt dans un mode apprentissage. Il s'est passé un événement, par exemple, et on essaie d'apprendre. On a une instance, par exemple, toutes les 2 semaines, où on discute en fait uniquement du flux de travail. On regarde en fait le control chart, on essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le flux, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Mais on n'est absolument pas dans quelque chose de punitif qui amènerait justement à des comportements pour compenser ou en tout cas se protéger. On essaie vraiment d'éviter ça au maximum. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous.